qui parfois se croisent, parfois se rejoignent sur le futur du talent development. Donc j'ai le plaisir d'accueillir dans un premier temps, et je vais juste essayer de passer les slides si j'y arrive, mais ça devrait le faire, voilà. J'ai le plaisir d'accueillir Valérie. Donc Valérie qui est la VP de Saint-Gobain University, qui a un parcours vraiment très impressionnant et inspirant dans le talent development du côté corporate, donc donneur d'ordre, et puis avec une vision globale, en étant passé par à peu près tous les pays, si j'ai bien compris, bon, beaucoup quand même, mais effectivement, US, UK, Belgique, donc voilà, beaucoup de choses sur la partie, beaucoup d'expérience et de vision croisée sur la partie talent. Accompagnée d'Anselme. Donc, Anselme, on se connaît parce qu'on a travaillé ensemble par le passé. Anselme travaille chez Faber Novel où, si je la fais courte, tu as monté le programme Learning, hein, ou en tout cas tu l'as énormément développé Exactement. au sein de la Faber Novel Institute. Ça s'appelle toujours comme ça? Ouais, on a fusionné toutes les marques pour faire plus D'accord. simple pour nos clients. Donc voilà, c'est En l'équipe. tout cas, chez Faber Novel, sur Ouais, la branche Learning. Et exactement. donc, Anselme apporte sa vision, on va dire conseil, mais aussi implémentation de programmes de learning development dans différentes industries, fleurons du CAC 40, luxe, international. Donc, ce sera un plaisir aussi d'avoir cette perspective-là. J'accueille aussi Caroline. Alors, Caroline, elle vient avec toute son expérience de psychologue et de coach, où elle a notamment une passion pour tout ce qui est création de réseaux collaboratifs qu'elle a mis en pratique à différentes reprises dans sa carrière. Donc Caroline, tu as créé, si je me souviens bien, le réseau Psychoprat. Et puis, tu as également travaillé à un moment dans la chasse de tête. Tu es coach, évidemment. Si tu as participé et fondé où tu animes le réseau, le blog Wipsy. Euh, Oui. Mhm. voilà, j'en rate certainement parce que Caroline, elle fait énormément de choses. Elle est très active et très influente sur la scène, on va dire, des psychologues et psy. Et tu es aussi membre du comité médical de Doctolib. Mhm. Voilà. Et on a le plaisir, en plus, et ça c'est un deuxième plaisir, ce sera pas forcément l'objet de cette table ronde, mais c'est un plaisir de t'avoir accueilli chez Open Mind, puisque tu nous as rejoint au 1er octobre pour animer le réseau des coachs et leur formation et animation scientifique. Toute notre Tout belle à fait. famille de coachs qu'on a constituée ces derniers mois et que tu vas grandir. Donc voilà, c'était un plaisir. Et donc tu nous apporteras dans cette table ronde ta vision, surtout nourrie par ta pratique de psychologue et de coach, notamment au niveau organisationnel. Et donc moi-même, voilà, je vais me présenter aussi. Je suis la CEO d'Open Mind Neurotechnologie. Je vais vous présenter en une minute Open Mind pour que vous ayez un peu le contexte de cette table ronde et pourquoi nous, on s'intéresse au talent development chez Open Mind. Et en termes de parcours, eh ben, vous avez compris, moi, j'ai plutôt un parcours du côté corporate, donneur d'ordre aussi, notamment chez Johnson Johnson, où j'ai travaillé et j'ai mené la transformation digitale au niveau Europe, donc avec un volet learning et développement des compétences de fait pour faire accélérer la transformation digitale. Alors, pour parler vraiment, avant juste de rentrer dans les deux parties de cette table ronde, on va vous emmener en voyage qui va être en deux temps. Je vais me permettre juste de donner un tout petit éclairage sur qui on est chez OpenMind et ce qu'on a fait. Donc, OpenMind, c'est une entreprise qui a fait 5 ans de R&D, qui existe depuis 2016 et qui a développé une nouvelle génération d'outils qu'on met dans les mains de professionnels, en l'occurrence surtout de coachs et de formateurs, pour aider à outiller le développement du leadership avec des convictions très fortes sur ces nouvelles compétences qui arrivent et les nouvelles manières de les développer grâce à la technologie. Donc, qu'est-ce qu'on a développé concrètement? On a développé des interfaces de jeu, donc de la tech, qui se passent en réalité virtuelle et en jeu sérieux, qui sont couplés toujours avec de la donnée. Et tout ça, c'est ce qui nous permet de développer 3 axes de compétences, donc 3 grandes familles de compétences autour des émotions et de la résilience, du développement d'interactions authentiques, donc arriver à avoir des interactions avec les autres qui finalement répondent aussi à qui on est en tant que leader. Et puis toutes les compétences d'agilité, de créativité, tout ce qui est autour de l'adaptation. Et nos convictions qui sont assez fortes, c'est que
Pourquoi de la technologie? C'est parce qu'on vit encore mieux, enfin, on apprend encore mieux ce qu'on vit. Donc nous, on est très dans l'immersion et dans la capacité à emmener la personne dans un parcours qui la transporte. Et on pense que la transformation des compétences, elle passe beaucoup par ce levier-là. Les données, c'est principalement donc avec un fondement neuroscientifique très fort. Et sans doute, Caroline pourra donner quelques petites bribes. C'est pas l'objet de ce webinaire, mais voilà, effectivement, les neurosciences ont un potentiel incroyable de connaissances, en fait, qui s'est développé notamment dans les 20 dernières années. Et nous, c'est ce qu'on essaie de traduire dans nos outils scientifiques qu'on a créés par des collaborations scientifiques notamment. Et puis, on croit aussi à l'humain et à la tech, c'est-à-dire la tech tout seul, c'est pas très très intéressant. Moi, en tant que directrice du digital, je me suis rendu compte qu'en général, ça marchait pas, qu'il fallait vraiment arriver à faire la bonne synergie entre l'humain et la tech. C'est pour ça qu'on fait des outils qu'on met dans les mains de coachs. Voilà pour la petite page, on va dire, de présentation pour que vous compreniez le sujet du learning et de l'immersion dans le talent development chez OpenMind. Je passe tout de suite au début de notre table ronde. Donc, on va vous emmener dans un premier temps sur finalement le leader lui-même. Donc, on sait que la crise a un peu chamboulé toutes les organisations et que ça a un impact très concret sur les compétences qu'au quotidien on demande aux leaders d'avoir, qui ont un petit peu évolué. Donc, là où je voulais faire réagir nos intervenants, c'était de nous donner, selon eux, quelles sont les choses qui ont changé avec la crise, qu'est-ce qui a été accentué. Ça ressemble à quoi le leader du futur? Et je vais commencer par Valérie, parce que je sais que tu as finalement toute une réflexion aussi sur les représentations mentales qu'il faut un peu déconstruire avec ce nouveau leader. Oui, tout à fait. Merci, Clarisse. Je pense que la première chose qu'il faut déconstruire, c'est l'idée qu'il y a un seul modèle du bon leader. Et ça a été quand même très, très prévalent depuis, je veux dire, surtout de tout temps, hein, mais dans le monde du business, depuis les années 70, avec les modèles de compétences. Donc, David Magellan qui a lancé l'idée de modèles de compétences qu'on voit encore traîner un petit peu aujourd'hui. Je dis traîner parce que c'est vrai que moi, je ne suis pas très modèle de compétences. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ça définit un modèle comme étant le bon modèle du leader. Or, moi, je crois profondément que le meilleur leader qu'on puisse être, on le développe à partir de qui on est d'abord profondément. Et donc, il ne s'agit pas de définir quelque chose qui est extérieur à soi et à laquelle on va essayer de se coller. Le deuxième problème des modèles de compétences, c'est que c'est construit et basé sur l'interview de leaders du passé, en fait. Et ça, aujourd'hui, dans un monde qui est en constante effervescence, hein, je ne sais pas si vous avez remarqué. Un peu. Ouais, quand même, ouais. Avec des situations géopolitiques, climatiques, sanitaires, etc. Enfin, très préoccupantes, franchement. Je pense que ça crée beaucoup, beaucoup d'incertitudes. Beaucoup d'incertitudes dans le monde pour les gens et les problèmes sont de plus en plus complexes à résoudre. Voilà. Alors ça, plus le fait que les générations, donc déjà les attentes des employés changent, quelle que soit leur génération. Mais les nouvelles générations arrivent aussi avec des nouvelles attentes qui sont parfois un petit peu conflictuelles. C'est-à-dire que d'un côté, ils veulent beaucoup d'autonomie et d'indépendance et d'un autre côté, ils veulent beaucoup qu'on s'occupe d'eux, en fait, un peu dans tous les aspects de leur vie. Donc, ça devient un petit peu compliqué d'être un leader. Donc, première chose à déconstruire, il n'y a pas un bon modèle de leader. Deuxième chose à déconstruire, c'est le modèle mental qu'on a dans notre psyché collective qui vient de notre histoire, en fait. Hein, c'est normal, on a notre histoire. Du modèle du leader en tant que héros guerrier. Donc, alors ça, c'est vraiment à déconstruire. Je pense que c'est vital de le faire. C'est vraiment fondamental. C'est rigolo, quand je fais toujours l'exercice de demander à participants de mes programmes, citez-moi des leaders que vous admirez, passés ou actuels. Et à chaque fois, qui j'ai ? Alors, j'ai Winston Churchill, Abraham Lincoln, Mandela, Gandhi, j'ai Napoléon, j'ai Jules César, etc.
Et après, je leur dis, c'est rigolo, si vous faites dans Google une recherche, les 10 meilleurs leaders dans l'histoire, vous avez les mêmes. Napoléon, Jules César, Constantin, machin truc, Alexandre le Grand, etc. Et là, je leur dis, il n'y a rien qui vous choque? Alors, la première réponse, c'est que des hommes. Ah bah ouais, c'est bizarre, il n'y a pas de modèle féminin. C'est bon, c'est un peu dommage, alors qu'il y a eu quand même des femmes dans l'histoire qui ont été leaders dans plusieurs domaines. Et la deuxième chose qui me choque, ça leur prend un petit peu plus de temps, c'est qu'effectivement, ce sont que des héros guerriers. Ce sont tous des solitaires qui prenaient les décisions eux-mêmes, qui savaient mieux que tout le monde, qui avaient beaucoup de courage, beaucoup de détermination. Alors le courage, la détermination, c'est très bien, sauf que ce n'est pas suffisant. Et donc, ce qui est inquiétant, c'est qu'en période d'incertitude, les gens se réfugient dans ce modèle du héros guerrier. Et je pense que c'est extrêmement dangereux. Voilà. Et pour moi, ce que j'essaye de faire avec nos leaders et nos talents chez Saint-Gobain, c'est de réinventer le leadership et de les inviter à danser. Alors, pourquoi les inviter? Alors, danser métaphoriquement, évidemment. C'est-à-dire danser entre plusieurs postures et différentes attitudes. Entre la force d'un côté, c'est bien, il faut bien sûr être déterminé, etc. Mais entre la force et aussi la bienveillance. Et pourquoi pas la gentillesse, mais surtout la bienveillance. Moi, la bienveillance, c'est un mot que j'aime beaucoup. Entre savoir challenger, mais aussi savoir rassurer. Entre apporter de la clarté, une vision, mais aussi être dans l'écoute, dans l'empowerment et l'utilisation de l'intelligence collective des équipes. Entre exiger la performance et aussi être dans ce qu'on appelle le psychological safety, pour que chacun puisse s'exprimer, prendre des risques, etc. Entre l'exécution rigoureuse de la stratégie, mais aussi un mindset d'expérimentation, d'innovation, ce qu'on appelle aujourd'hui beaucoup le test and learn. Donc en fait, le rôle du leader, c'est d'être dans cette danse constante. Et le secret d'un bon leader, en fait, c'est quoi? C'est d'être dans la bonne posture au bon moment. Et ça, c'est pas facile. C'est pas facile parce que on a tous nos préférences et que les leaders, il faut qu'ils aillent chercher au plus profond d'eux-mêmes des parties peut-être un petit peu cachées, mais on y reviendra, un petit peu dans l'ombre d'eux-mêmes qui leur permet d'avoir cette flexibilité. Donc être un leader, c'est être à la fois devant, parce que parfois il faut être devant devant ses troupes à mener les actions. Parfois il faut être au milieu à réfléchir, à brainstormer avec ses équipes. Et puis parfois, il faut être à l'arrière pour soutenir et supporter ses équipes. Donc voilà, entrer dans la danse. C'est très intéressant et ça donne vraiment cette image d'équilibre, parfois avec des falaises qui sont finalement un peu à pic des deux côtés, quoi, parce qu'il faut savoir allier des contraires et toujours en restant soi-même. Donc il y a quand même, il y a effectivement un changement de posture. Je sais pas si toi, Anselme, tu veux réagir sur ce que tu observes aussi chez tes clients, qu'est-ce que ça a changé? Comment ça se matérialise aussi concrètement dans les nouvelles demandes, dans les nouveaux besoins de leadership? Oui, tout à fait. Je vais essayer de compléter, de rebondir sur ce que Valérie a pu dire, même si j'ai plus grand-chose à dire après les excellentes pas mal, hein, je suis d'accord, mais la barre assez haute. Hein. Partagées par Valérie, il va falloir élever le niveau. Je ne sais pas si je vais y arriver. D'abord, pour compléter, je rejoins tout à fait Valérie sur cette question de déconstruire le mythe du leader. Pour moi, cette notion de leadership, elle n'a de sens que si on arrive d'abord à analyser et à comprendre la culture d'entreprise. Être un leader je prends souvent cet exemple pour l'avoir vécu, chez Kiabi, la mode à petit prix, ou chez Louis Vuitton. En fait, on comprend en citant deux marques qui pourtant peuvent vendre le même produit, mais qui sont à des spectres opposés en termes d'identité, que ça ne revêt pas du tout la même réalité. Pour avoir fait des ateliers sur le lâcher-prise, sur la confiance, sur l'appétence au risque avec des équipes de ces deux marques, en fait, on comprend que, juste en citant le nom, qu'elles ne vont pas avoir le même rapport à la confiance et au lâcher-prise. Kiabi, ils n'ont aucun problème pour faire une fausse page web, enfin une vraie page web
en ligne avec un faux produit qui n'existe pas encore pour tester un concept. Dans une marque de luxe, c'est beaucoup plus compliqué. On a le poids de l'histoire, on a le poids du fondateur, on a l'ADN de la marque qu'on porte derrière soi. Et donc, ça induit des comportements qui sont qu'on ne peut pas changer du jour au lendemain. Et donc, c'est vraiment pour rebondir sur le point de Valérie. Pour moi, cette notion de mythe du leader et du mythe unique du leader, elle a plus vraiment de sens, et elle a plus vraiment de sens encore plus dans un contexte de Covid. Et c'est pour ça qu'on travaille beaucoup sur, quand on veut faire évoluer la culture d'entreprise, il faut d'abord la comprendre. D'abord comprendre qu'est-ce que c'est que sa culture d'entreprise, c'est déjà la première étape qui est nécessaire. Et on travaille beaucoup sur quelles sont les croyances freinantes qui vont freiner le changement et qui vont freiner aussi finalement l'émergence de nouveaux types de leaders. Typiquement, chez certaines entreprises, la croyance qu'on combat le plus face au changement, c'est OK, chez l'entreprise Y, s'il y a un plan, c'est que tout va bien. Chez l'entreprise X, l'important, c'est plus de savoir-faire, de faire savoir que de savoir-faire. Qui sont des croyances qui peuvent du coup vraiment freiner ce changement. Ou j'en prends une autre qui peut vous parler aussi. Prendre trop d'initiatives peut nuire à ma carrière. Donc, c'est ce genre de croyances qui sont finalement la partie très, très immergée de l'iceberg, qui font partie du mythe fondateur de l'entreprise, de la façon en fait dont on a toujours fait. Et qui fait que finalement, quand on rentre dans l'entreprise, on ne re-challenge pas ce statu quo et que si la règle est là ou si on fonctionne comme ça, c'est qu'il y a finalement une bonne raison. Et du coup, ça se matérialise, ça se matérialise comment en fait, toutes ces cultures et après en besoin de développement de compétences. Si tu peux nous donner quelques compétences que vous développez dans vos programmes. Ouais, tout à fait. J'allais faire le pont, tu as raison. Ce qui est compliqué du coup, c'est de se dire comment on fait évoluer tout ça. Et pour moi, pour le relier à la crise sanitaire, si tu veux, ça a mis en exergue une compétence clé quand même du leadership qui est l'adaptabilité, la capacité des leaders finalement à gérer le changement, à gérer l'incertitude, à gérer aussi des situations individuelles qui sont très très hétérogènes. Les collaborateurs se trouvent eux-mêmes dans des situations qui n'ont rien à voir d'être... moi, pendant la crise sanitaire, j'étais à la maison avec ma femme, ma nounou, les enfants de la cofamille. J'étais dans une situation individuelle qui n'avait potentiellement rien à voir avec celle de mes collègues. Et ça demande, pour rebondir aussi sur le point de Valérie, d'arriver à gérer différentes situations très, très hétérogènes. Et donc, ça a mis en exergue, pour moi, cette crise sanitaire, la compétence d'adaptabilité, de gestion de la certitude, qui existait avant, parce qu'on vit dans un monde qui change de plus en plus rapidement en effervescence, évidemment, mais là, encore plus, selon moi. D'accord. Tu veux un petit mot, Valérie, avant qu'on fasse réagir Caroline ou Oui, non, je suis complètement d'accord. Et pour certains managers, ça a été brutal, quoi, parce que nous, on essaie d'avoir une culture basée sur la confiance, l'empowerment et la collaboration. D'un seul coup, tout le monde a disparu du bureau. Donc, tous les managers, il y a quand même beaucoup de managers qui sont quand même relativement un petit peu micro-managers, on va dire quand même, encore dans le command and control, comme on dit. D'un seul coup, ils ne pouvaient plus, quoi. Donc, c'est un peu... Un jour, j'ai quelqu'un qui m'a dit, la meilleure façon d'apprendre à sauter à coche-pied, c'est de couper une jambe. C'est une manière de gérer le changement. Là, ils n'ont pas eu le choix, mais il y en a quand même qui ont hyper souffert, quoi. Donc aujourd'hui, la capacité des managers à s'adapter et à gérer toutes les situations sans avoir toutes les réponses. Et c'est ça, pour nos managers à nous, nos managers avant, ils avaient toutes les réponses, quoi, parce qu'on est quand même intellectuellement brillants chez Saint-Gobain, donc il faut avoir toutes les réponses. Et il y a Benoît Bazin aussi qui essaye de changer ça en disant, mais moi, j'ai plus envie d'avoir des managers trivial poursuite. Vous savez, trivial poursuite, toutes les réponses. C'est plus le rôle du leader. J'aime beaucoup cette expression. Ouais, elle est très bien. Elle est très, très bien. Moi aussi, oui. On prend des notes. Vas-y, Caroline, réagis. Du coup, je pense que ça doit pas mal allumer des lumières dans différentes choses que tu accompagnes au quotidien. Tout à fait. C'est très heureux d'entendre en fait qu'on n'attend plus des managers en fait qui soient en fait justement les as du trial poursuite en fait. Et donc
Ce qui est fondamental, en fait, c'est que à l'heure actuelle, nous avons progressé, en fait, donc dans les connaissances que nous avons du fonctionnement humain et de comment, en fait, nous interagissons autour de nous, en fait. Et donc, du coup, ça nous permet au jour d'aujourd'hui, dans un moment extrêmement sensible et critique, en fait, d'accompagner les personnes et les entreprises, les organisations à savoir sur quel levier précis ils peuvent s'appuyer très concrètement, en fait, pour pouvoir avancer sur les objectifs, en fait, et faire face aux défis. Et les neurosciences, en fait, nous donnent vraiment cet éclairage, en fait, de ce que c'est d'être un leader humain. Et j'aime beaucoup, en fait, Anselme et Valérie, le fait que vous insistiez beaucoup sur le fait de déconstruire, en fait, les idéaux qui ont été jusque-là et qui ont été aussi portés par une méconnaissance du fonctionnement humain. Il y a aussi une des participantes qui le remarque, en fait, dans le chat, en disant que certains archétypes ont la dent dure, en fait. Oui, carrément. Et donc, au jour d'aujourd'hui, c'est qu'on a ces connaissances-là, et donc l'enjeu est de voir, en fait, de comment on peut faire passer ces messages pour qu'ils soient assimilés, en fait, au jour le jour, en fait, introduits dans notre façon de collaborer, d'interagir, de fixer nos objectifs, pour que, eh bien, le fait de dépasser des défis, de performer, être compétitif, soit aussi synonyme, en fait, de bien-être et d'épanouissement, que ça se fasse, en fait, pas au détriment de la santé de chacun et la santé des collectifs, mais aussi, en fait, que ça puisse se conjuguer, en fait. Et donc, on sait que ça peut se le faire. Caroline, donc tu dis on connaît pas bien les neurosciences et finalement on se prive. C'est pour ça aussi qu'on se trompe dans nos représentations. Si tu avais quelques petits exemples de choses que justement que les neurosciences déconstruisent. Alors tu parles de bien-être et de performance, donc effectivement on a tendance à l'opposer peut-être, alors que les neurosciences disent peut-être le contraire. Enfin, si tu peux nous donner quelques exemples, ça peut être pas mal. Oui, merci. En fait, donc je vais vous en donner. En fait, par exemple, en fait, il n'y a pas de performance sans sécurité psychologique. En fait, il n'y a pas de performance sans avoir déjà, en fait, construit une bonne connaissance, en fait, de soi et de savoir, en fait, jusqu'où on peut aller. Donc, je vous liste un petit peu, puis on peut interagir là-dessus. Il y a aussi, en fait, on parle beaucoup, en fait, de cette capacité à changer vite. Or, par exemple, le changement, c'est intéressant, en fait, de comprendre que même si on est ouvert au changement, même si on voit du sens au changement, au niveau de l'humain, en fait, c'est toujours compliqué, en fait, et parce que, par exemple, en fait, on a vu que les circuits, en fait, qui sont en place dans le changement, dans le fait de changer, ce sont les mêmes que celui de la douleur physique. Donc, c'est important, en fait, de le savoir, par exemple, en fait, quand on veut engager, en fait, les autres, en fait, à changer, de savoir que c'est pas quelque chose qui est si facile que ça. De la même façon que la résilience, à partir du moment où on peut se dire ouvert, en fait, se dire, je vais essayer d'être résilient. Qu'est-ce que la résilience? En fait, c'est la capacité à dépasser des situations, en fait, problématiques qui nous ont impactés, la capacité, en fait, à pouvoir assimiler déjà, en fait, la difficulté, l'accueillir, voir ce que ça impacte chez nous et pouvoir aller au-delà. Donc, ça ne se fait pas de façon lisse, par exemple. En fait. Donc, nous sommes essentiellement émotionnels. En fait. Donc, le processus de résilience est souvent long et ne se fait pas forcément qu'avec des émotions agréables. Ça engage aussi. Donc, la résilience, c'est un processus, c'est pas un état, c'est plus complexe, c'est plus un voyage, quoi, en gros. Exactement, c'est exactement ça. Merci Clarisse, c'est un voyage en fait. Donc quand on le prend en considération dans le travail, c'est aussi de pouvoir accepter que c'est pas toujours ok en fait et super fun en fait d'être dans ce processus-là en fait. Donc pour les managers en fait, les responsables, c'est aussi d'accueillir que ces collaborateurs en fait ne soient
pas toujours au top tous les jours, en fait, pas toujours en fait super enclins, en fait, voilà. Donc, et ça veut pas dire qu'ils sont pas en fait dans ce mindset que l'on a décidé d'avoir. Et j'aimais beaucoup ce qu'Ansel m'a partagé, c'est-à-dire que l'importance en fait que le collectif décide pour lui-même et par lui-même en fait de dans quel contexte il veut travailler, dans quels objectifs il vise. Même si on construit ce cadre-là, ça ne se fait pas forcément en fait que de gaieté de cœur. En fait. Donc ça c'est important. Merci Caroline pour tous ces éclairages. Donc je comprends qu'en fait finalement il y a toute cette part émotionnelle qu'il faut peut-être qu'on assume un peu plus dans les entreprises, à la fois sur la partie positive et sur la partie négative. Alors je vois qu'il y a quelques réactions dans le chat, n'hésitez pas, hein, c'est vraiment une discussion. Je vois que Vanessa réagit et dit qu'en tant que coach, après 7 ans de pratique, elle passe encore du temps à effectivement parler de cette notion de bien-être et de performance. Et je peux me faire aussi l'écho de Vincent, qui est aussi dans cette discussion, qui parle souvent de bienformance comme une manière de relier les deux. Mais effectivement, c'est pas encore dans les faits, quoi. Donc, la manière d'intégrer le bien-être au même niveau que la performance, parce que finalement, c'est un cercle vertueux et pas une opposition. Un petit point sur le leadership. En réalité, le leadership, quand on le regarde en fait d'un point de vue neuroscientifique, en fait, et j'aime beaucoup ce que vous disiez, Valérie, en fait, sur le fait qu'il n'y a pas une seule façon en fait d'être dans son leadership. En fait, c'est quoi? C'est la capacité à être soi-même et à pouvoir en fait donner du meilleur de soi-même en fait face à la réalité qu'on en a autour de soi et de façon constructive avec les autres. En fait, donc, il y a autant de leadership qu'il y a de personnes. Et un des leviers, en fait, c'est ce qu'OpenMind aussi diffuse beaucoup comme message, en fait, parce que c'est clairement une base. C'est que la capacité pour les personnes à être en contact avec elles-mêmes, en fait, donc de l'interoception, à être en contact avec ce qu'elles ressentent, ce qu'elles perçoivent, leurs émotions, à les accueillir, et aussi avoir en fait une réflexion par rapport à ça, en fait, avoir du recul et comprendre ce que ça veut dire. C'est une base clé en fait pour développer son leadership et notamment à l'heure actuelle dans un monde qui est essentiellement VUCA en fait et doublement en fait impacté d'une crise de 18 mois. Donc l'entreprise a d'autant plus à investir en fait sur pas forcément en fait des savoirs théoriques, mais aussi à donner en fait la possibilité aux collaborateurs à ouvrir cette porte vers l'intérieur en fait parce que à partir du moment où ils comprennent mieux en fait comment ils fonctionnent, quels sont leurs leviers de motivation, vous avez en fait des collaborateurs beaucoup plus éclairés, vivants en fait, alertes, connectés avec le présent et et du coup c'est ça la clé en fait pour pouvoir affronter l'incertitude. On parle d'agilité en fait, à ce moment-là ils sont d'autant plus mobiles qu'ils peuvent mieux savoir comment se diriger, comment s'ajuster, comment récupérer pour avancer soi-même et avec les collectifs. Super. Bon, une belle image de la résilience. Valérie, un mot final pour qu'on passe après oui, non, mais en fait, ça va être une super transition, tu vas voir. Je te fais confiance. Non, mais je voulais juste dire que par rapport à ce que disait Caroline, ce qui est super important, c'est le « et » en fait. Il faut qu'on passe du « ou » au « et ». On est dans une culture, surtout les cultures occidentales, qui sont très binaires. Bon, ça aussi, ça vient de l'histoire et tout ça, mais c'est « ou », c'est le bien ou le mal, c'est la force ou la faiblesse. Mais ça c'est hyper clivant et ça vraiment nous empêche d'avancer, quoi. C'est pas la force ou la faiblesse, c'est la force et la bienveillance. Donc il faut essayer de casser aussi et de déconstruire aussi justement ces oppositions qui nous bloquent parce que si on n'est pas fort, eh ben on est forcément faible et donc ça c'est mauvais. Voilà. Et comment est-ce qu'on ramène non pas la faiblesse mais la bienveillance dans le leadership, hein, je prends juste un exemple. Je crois que ça c'est vraiment fondamental. Et puis après il y a tout le travail
être un leader à partir de qui on est, être soi-même, alors là, vaste sujet, parce que qui suis-je? Mais je te laisse... Oui, ce qui est intéressant, c'est de passer maintenant sur un peu le comment. Ouais. Donc on voit ce qu'il faut faire advenir. C'est plus complexe, hein. C'était plus facile finalement d'avoir un modèle unique et Ouais. puis on essaie de former tout le monde là-dessus. Fastoche. Là, on passe par des processus plus compliqués. Et d'ailleurs, Vanessa a une question dans le chat qui est de dire comment est-ce qu'on déclenche cette action ou comment est-ce qu'on déclenche cette prise de conscience qu'il faut aller vers le « et », qu'il faut aller vers du leadership plus humain. Et du coup, je me permets de me tourner vers vous. Et toi, Valérie, si tu as un ou deux trucs, astuces, des choses que tu as pu expérimenter qui font leur impact dans cette transition. Oui, non, je veux bien partager certaines choses. Après, on l'expérimente beaucoup. D'abord, je crois qu'il faut arrêter de parler de formation, il faut parler de développement, quoi. Parce que la formation, pour moi, ça a une connotation transmission de connaissances. Or là, on n'est pas du tout dans l'intellectuel ou dans la tête, comme vous l'avez remarqué. Donc, je crois que ce qu'il faut, c'est essayer de mettre en place des choses qui touchent les gens. Alors, bien sûr, au niveau de la tête, pour leur donner de nouvelles idées, mais surtout au niveau du cœur et au niveau des tripes. Et ce qu'on essaye de faire, ce que j'essaie de faire dans mes programmes, c'est ce que j'appelle aller explorer la face cachée de la Lune. Je m'explique. En fait, qui on pense être, ce n'est que la face éclairée de la Lune. C'est-à-dire qu'on a une certaine idée et puis on a envie d'être un certain type de leader, un certain type de personne. Mais il y a tout un potentiel en nous qui est dans la face cachée, c'est-à-dire c'est des parties de soi qu'on n'a pas voulu vraiment voir, qu'on n'a pas voulu vraiment, qu'on a un peu caché, un peu renié. Donc si par exemple je me définis comme un leader fort, tout ce qui peut avoir à faire avec l'émotionnel, avec l'empathie, avec la bienveillance, etc., ça va prendre, ça va avoir quelque chose de négatif chez moi. Et pour moi, je vais voir ça comme de la faiblesse. Donc ça, c'est dans la face cachée de la Lune. Ce qu'on essaye de faire avec nos leaders et nos talents, dans nos programmes de développement, c'est d'aller à l'exploration, justement, aller explorer un petit peu ce qu'il y a dans la face cachée de la Lune. Et on fait ça de différentes manières. Alors, on fait appel à différentes disciplines. On fait appel aux archétypes. Donc, on leur fait rencontrer des archétypes. On leur fait rencontrer alors, les archétypes, c'est quoi? C'est des modèles purs, hein, comme on va prendre des dieux de l'Olympe, c'était des archétypes humains, Zeus, l'homme de pouvoir, etc. etc. Et donc, on va faire ça de différentes manières. Alors, on fait ça à travers des poèmes, on fait ça à travers la littérature. On travaille en ce moment avec les pièces de Shakespeare et on explore les différents personnages des pièces de Shakespeare en tant que modèle de leader, par exemple, ou pas. Donc, on fait Henri V, qui était donc l'homme qui ne voulait pas être roi. Et donc, on essaye, par la musique, on a fait écouter de la musique. Quand on fait l'archétype du rebelle, on leur met The Renegades. Je ne sais pas si vous connaissez la chanson, c'est une super chanson. En fait. Donc, on essaye de les toucher et de leur faire vraiment percevoir. On leur fait faire des exercices physiques aussi pour qu'ils incarnent l'archétype et qu'ils soient à l'affût de ce que ça évoque chez eux. On rigolait tout à l'heure, Clarisse, sur porter du rose. Moi, le rose, j'ai beaucoup de mal parce que c'est la petite fille, machin, c'est Perséphone, c'est voilà, et c'est vraiment pas moi, quoi. Donc, comment est-ce que je vais aller réintégrer ça? Parce que mine de rien, c'est quand même un archétype qui peut être intéressant, notamment dans la bienveillance, par exemple. Donc voilà, on essaie de les mettre en situation et de leur faire vivre des choses. Il y a très peu, je n'ai plus de prof qui vient faire des présentations ex cathedra. On essaye on passe par la peinture, on a fait des expériences immersives avec des startups où les startups leur ont fait donner des projets. Ils devaient bosser sur les projets, présenter aux startups, avoir du feedback, donc aller plus loin que juste la Learning Expedition qui est intéressante intellectuellement, mais pas super transformante. On va les mettre vraiment en situation. Et là, je me rappelle d'un des groupes qui travaillait avec la startup Ulule. Et le gars leur demande, voilà, vous avez 1 heure pour faire votre campagne de crowdfunding, 7 minutes pour préparer votre pitch et 1 minute pour délivrer votre pitch. Et les managers Saint-Gobain, c'est des managers très rationnels, on fait les choses l'une après l'autre, etc. Et là, je les ai tous vus comme des biches dans les phares des bagnoles, tu vois. Et voilà, et après, ils m'ont dit, mais en fait, ça nous a hyper challengés, mais il faut le vivre. Donc, on essaye de leur faire vraiment vivre des choses pour les faire découvrir plus d'eux-mêmes.
Exactement, moi j'aime beaucoup ce que vous dites, en fait, le fait de faire vivre, et c'est là en fait où les outils neuroscientifiques en fait sont si aidants parce qu'ils permettent de se représenter les différentes compétences en fait que l'on peut avoir, et surtout que ce qui est demandé alors au jour d'aujourd'hui, l'agilité, la créativité, la résilience, l'ouverture, la prise de recul, tout ça s'apprend en fait. Ça s'apprend comme apprendre le piano, en fait, ou faire du tennis. Ça s'apprend, ça s'entretient, ça se pratique, et c'est fluctuant par rapport à ce que l'on vit, notre capacité de se ressourcer, les objectifs que l'on a. En fait, et donc, dans les outils que l'on a au jour d'aujourd'hui, ça permet de factualiser, de déconstruire, en fait, aussi ce qui est très présent dans la culture française, c'est de penser que tout ça est un talent, ou c'est inné, ou qu'il y a une recette secrète, enfin voilà, ça ne se partage pas. Et aussi le fait d'avoir des outils qui permettent de mesurer ce qui se passe dans le corps, et quand vous dites, Valérie, les mises en situation, donc de mesurer ce que l'on vit, ce qui se passe quand on est face à une situation, en fait. Et donc le fait de le regarder, de le voir, ça déclenche en fait des prises de conscience. En fait, et à partir du moment où on a ces prises de conscience là, on peut plus en fait interagir de la même façon avec les autres, en fait, où on comprend mieux aussi les réactions des autres parce qu'on a été en contact avec ses propres émotions, ses propres lieux en fait de vulnérabilité, en fait, donc on est un peu plus tolérant là-dessus. Et donc, on peut réagir à plein de choses. Je veux dire, même en regardant un film à la télé, pourquoi est-ce qu'il y a des personnages qui nous gonflent et d'autres qui nous plaisent, etc. C'est pas le personnage, c'est nous en fait. Qu'est-ce que ça nous apprend sur nous? Et les études, en fait, par exemple, des études, je rebondis encore sur la question qui a été posée sur le chat. Donc, le fait de pouvoir s'appuyer sur des études, en fait, ou sur ces faits, ces outils neuroscientifiques où on mesure, en fait, on a des datas, en fait, qui sont factuelles. Par exemple, une étude qui a été faite par Tasha and Cole a montré, en fait, que seulement 10% en fait, des personnes en position de leadership se connaissaient eux-mêmes. Donc, vous le transposez à toutes vos organisations. Donc, vous voyez qu'il y a une marge de développement très importante, en fait, et vous le liez, par exemple, aux besoins actuels qui est, en fait, de devoir être suffisamment présent et alerte, en fait, et de développer le leadership, d'autant plus que nous savons que plus de la moitié de la population, en fait, est sous stress, en fait, important. Le stress, en fait, induit forcément un effet de tunnel, en fait, où on n'a plus cette capacité, en fait, à avoir une vision globale, à prendre du recul. Prendre du recul, ça permet, en fait, à être un peu plus créatif, et la situation d'aujourd'hui nous pousse, en fait, à innover, nous pousse, en fait, à trouver d'autres façons de collaborer et d'être, en fait. Donc, je rebondis effectivement par rapport à ce que dit Caroline. Le mois dernier, on a tenu un webinaire sur l'analyse d'impact à partir de nos données, justement, du stress et de la période Covid sur ces compétences, et on voit un impact. J'aurais voulu faire réagir aussi Anselme. Ouais. Vous déployez beaucoup de programmes, donc vous devez avoir des petites idées, des choses qui fonctionnent. Non, mais pour rebondir sur ce qui a été dit par Caroline et Valérie, évidemment, je vous rejoins sur le fait qu'il faut mettre les participants en situation d'expérimenter ces nouvelles compétences. Et pour moi, ce qui manque aujourd'hui dans un certain nombre de réflexions de grands groupes ou de littérature que je peux lire, c'est la réflexion sur l'apprentissage lui-même. Je pense qu'il faut challenger la notion d'apprentissage. Pour encore beaucoup de personnes, c'est pas le cas de Valérie, évidemment, avec qui on travaille, mais apprendre, c'est être dans une salle avec un prof, parce qu'en fait, c'est ce qu'on a vécu beaucoup avec un modèle très franco-français aussi, c'est très vrai, alors c'est moins vrai à l'international, mais un prof et qui nous délivre un message en top-down. Et je pense que c'est de moins en moins vrai, encore plus pour les compétences dont on a parlé jusqu'ici, d'incertitude, de gestion du stress, etc. C'est des choses qui en fait se transmettent beaucoup moins facilement en top-down, en cours magistral, et beaucoup plus facilement
en l'expérimentant. Alors oui, parfois, c'est beaucoup plus violent, ça peut générer des situations qui sont difficiles dans nos programmes. Ça déstabilise vraiment les participants, mais on voit que ça a beaucoup plus d'impact de mettre en situation. Mais ce que ça demande, c'est de rechallenger la notion d'apprentissage lui-même. Qu'est-ce que c'est qu'apprendre en entreprise et la place qu'on donne à l'apprentissage en interne. Et ça, c'est un point clé. Et pour moi, le muscle qu'on ne développe pas assez, c'est en fait, alors je ne sais pas comment on peut encore l'appeler, mais c'est apprendre à apprendre ou l'agilité d'apprentissage. Et ça passe par comprendre quels sont les différents formats, quels sont les modes d'apprentissage, déjà faire le constat, voir quels sont les nouveaux modes d'apprentissage qu'on peut développer, et puis aussi quelle est la place qu'on donne à l'apprentissage en interne. Parce qu'on parle beaucoup d'entreprises apprenantes, de talent development, etc. Mais en vrai, est-ce que mon manager me permet d'apprendre? Est-ce que la structure me permet d'apprendre? Est-ce que je suis incentivé sur est-ce que j'ai appris plus que ma performance? Et ça, c'est un point clé dont on parle en fait pas assez aujourd'hui dans les débats et dans ce type de programme. Voilà. D'ailleurs, le langage, moi, ce qui m'a marqué quand je suis revenue en France, après bien des années, c'est combien le langage qu'on utilise n'a pas tellement évolué non plus. On parle encore non seulement de formation, training, de classe, de promotion. Alors, on utilise quoi comme terme? C'est fou, quoi. Ça reste très, très scolaire en France. Hein. Là, c'est vrai qu'il y a quand même une différence avec les anglo-saxons qui font les choses un petit peu différemment. Il faudrait qu'on parle de parcours ou de voyage ou de parcours, de voyage, de découverte, de curiosité, de développement, d'expérience. Enfin, faut journée. Top. On a quelques questions du chat, donc je vais me permettre de vite fait en prendre quelques-unes parce que je pense que c'est intéressant. On a une première question ou réaction de Vanessa qui nous dit qu'effectivement la data c'est quand même une bonne chose parce que ça permet dans cette discussion un peu ROI, et c'est toujours la faiblesse du learning, c'est d'arriver à montrer son ROI en tant que tel. Alors, je pense qu'autour de cette table, on est assez facilement convaincus, donc je ne pense pas que ça va passer par nous, mais en tout cas, la possibilité à démontrer. Qu'est-ce qu'on a également? Vincent nous pose la question de savoir si la neurophysiologie permet d'aller aussi au-delà en intégrant, on a parlé du corps tout à l'heure, Valérie. Tu as parlé beaucoup, finalement, au travers des arts, la question de vivre des choses, même dans son corps. Effectivement, je pense que c'est vraiment un des objectifs aussi des neurosciences, c'est de faire ce lien entre tête et corps, finalement. Si quelqu'un veut réagir. Et puis, une autre réaction sur l'émotion, qui serait la colle de l'apprentissage. J'aime beaucoup l'expression. Et qui... finalement, c'est ça qui va faire qu'on va intégrer le développement et l'art du storytelling parce qu'on a cette couche émotionnelle qui emporte, qui emmène. Donc, je ne sais pas si ça vous fait réagir. Peut-être sur le corps, le fait d'incarner, je parlais tout à l'heure d'incarner des archétypes, effectivement, ça fait réagir, c'est très intéressant. Moi, j'ai fait des trucs... par exemple, je demandais aux participants, j'étais des tout petits groupes coaching que je faisais quand j'étais dans l'industrie du pharma, où je demandais aux gens de se déguiser dans leurs différentes sous-personnalités. Donc, on amenait plein de trucs, de vêtements, de foulards, de trucs, et les gens devaient se déguiser pour incarner une partie d'eux-mêmes. Parce que quand on dit se connaître, c'est hyper compliqué. On a différentes facettes à sa personnalité. On n'est pas monolithe. Et donc, il y a eu des moments fabuleux, au moment où la responsable qualité, donc c'était dans le pharma, donc responsable qualité, c'est quand même un job où il faut être, voilà, ça rigole pas, c'est hyper rigoureux, c'est hyper carré, etc. Bien, et à un moment, je l'ai retrouvé assis par terre, déguisé en hippie, avec un foulard autour de la tête et en train de prétendre en train de fumer un joint, quoi. En disant, ouais, mais moi, en fait, dans mon boulot, ma partie hippie, elle souffre parce que elle ne peut absolument pas s'exprimer. Et c'était vraiment choquant. Donc, on fait des trucs comme ça qui impliquent tout le corps, effectivement. Super. Moi, je vais être obligée d'arrêter là sur cette discussion passionnante. On aurait de quoi discuter des heures. Peut-être en synthèse, que ce que j'ai entendu, en tout cas, c'était vraiment l'idée de voyage, l'idée et d'équilibre. Les mots aussi que j'ai entendus beaucoup. De déconstruire, donc d'aller au-delà de la perception, d'aller vraiment déconstruire la culture ou coller la vision du leader avec la culture, etc.
Un tout petit mot, parce que je vous avais demandé un petit mot de la fin à tous, si vous aviez un conseil à garder en tête ou une citation pour vos collègues qui travaillent sur ces mêmes sujets que vous. Valérie? Moi, je voulais citer une citation de Rollo May, donc, qui est un psychologue américain, existentialiste, qui a dit le contraire du courage, c'est pas la lâcheté, mais le conformisme. Oh, formidable. Donc, à appliquer dans le talent development, quoi. Absolument, il faut innover. Top. Anselme, le futur du branding, ça sera quoi, selon toi, s'il y avait un ou deux mots à garder? Ouais, pour moi, je vais revenir sur cette notion d'apprentissage. Pour moi, le sujet aujourd'hui, c'est moins le contenu que l'expérience en tant que telle. Et finalement, développer cette agilité d'apprentissage ou cette cette compétence d'apprendre à apprendre, qui est vraiment clé. Top. Caroline, un petit mot de la fin, selon ton expérience, est-ce qu'il y a quelque chose Alors, je vais pas faire une citation, mais simplement, en fait, vous partager cette réflexion. C'est-à-dire que je pense qu'aujourd'hui, en fait, les équipes, en fait, des ressources humaines, en fait, ont à être de plus en plus formées, en fait, et s'outiller et s'armer, en fait, de ce que les neurosciences apportent, en fait, parce que ça va leur donner des datas, ça va leur donner des arguments, en fait, pour convaincre, en fait, pour essayer de convaincre, en fait, justement sur ce qui est essentiel et ce dont Anselme et Valérie ont parlé, en fait. Donc, ces faits-là, en fait, vont pouvoir les aider à penser, designer les programmes et puis faire en sorte que ceci soit efficace. C'est superbe. Écoutez, on a eu des remerciements dans le chat parce que vraiment, à la fois dans le contenu et dans l'ambiance, c'était vraiment chouette. On a de nouveau un remerciement. Je voulais vraiment aussi remercier tous les participants d'être venus. Et puis, comme au mois prochain pour un nouveau webinar, Regard croisé, avec OpenMind et puis d'autres partenaires et personnes avec qui on aime travailler. Voilà. Merci Valérie, merci Anselme, merci Caroline. Et puis, à très vite. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonne journée à tout le monde. Bonne journée. Merci Clarisse. Au revoir. Merci Clarisse. Salut.